Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Le monde croule sous le plastique. Du plastique à perte de vue. 400 millions de tonnes de plastique fabriquées chaque année. Des bouteilles vides, des emballages et de vieux filets de pêche flottent dans nos océans. Et depuis 10 ans, 7 milliards de tonnes de déchets. Dont 80% ont fini dans des décharges. Il y a urgence. Et ça ne date pas d'hier. Le plastique c'est fantastique, le caoutchouc super doux, nous l'affirmons sans complexe, nous sommes adeptes du latex. Le plastique c'est fantastique, chantaient les Elmer Footbeat dans les années 80, 90. Pas si fantastique que ça quand même, évidemment, parce que on va tout voir. Évidemment, c'est pour certains l'ennemi public numéro 1 de notre environnement. Pourquoi ? Parce que c'est fabriqué à partir du pétrole notamment, et c'est vrai qu'il y en a partout. Mais à tel point que certains disent oui, mais il y a un plastique bashing. C'est ce qu'on va voir avec vous, Joseph Taillefer. Vous êtes secrétaire général de Plastalliance, une organisation professionnelle du secteur de la plasturgie, des composites, et vous avez écrit ce livre, Plastique Bashing, l'intox, point d'interrogation, point d'interrogation, c'est-à-dire vous posez en fait des questions avec une préface de Sophie de Menton. On va voir ça avec vous dans un instant, parce qu'il y a le sommet mondial du plastique qui a lieu cette semaine, en ce moment, en Corée du Sud, parce qu'il y a quand même urgence à se poser en fait sur cette question et voir les décisions et ce que l'on peut prendre. En attendant, il y a une décision qui a été prise qui vous concerne indirectement, c'est l'eau en bouteille. L'eau en bouteille. Alors, il y a l'eau en bouteille de verre. À un moment donné, on s'était posé la question, est-ce qu'il fallait interdire même aussi l'eau en bouteille en plastique, avec certains dangers en fonction de certains. Et Joseph Ruiz, autre Joseph, décidément, les sénateurs viennent de voter, Joseph, cette nuit, une augmentation de la TVA sur l'eau en bouteille, justement. Oui, l'eau en bouteille en plastique. Alors, en plastique. Exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. On était tranquillement en train de dormir, tous, et hop, l'eau dans notre frigidaire est devenue un peu plus chère. Augmentation du montant de la TVA de 5,5 à 20, sauf dans les Outre-mer d'ailleurs. En fait, l'eau en bouteille bénéficiait d'un taux réduit. Et bien là, désormais, Patrick, pourquoi alors cette décision ? Alors, objectif déclaré, vous faire préférer l'eau du robinet, car l'eau en bouteille, ce serait un peu plus dangereux. Les sénateurs ont notamment mis en avant le scandale des eaux Nestlé. Objectif réel, dégager entre 150 et 300 millions d'euros par an pour les caisses de l'État via la TVA, car certains définissent comme l'impôt, que certains d'ailleurs définissent comme l'impôt le plus inégalitaire. Oui, mais voilà, Patrick, l'eau du robinet, elle n'a pas meilleure presse. Ce matin, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai tapé eau du robinet sur Internet pour voir un peu ce qu'il en était. Eh bien, j'ai pas été déçu. Consommation interdite dans 6 communes du Pas-de-Calais. Certains quartiers d'Embrun privés d'eau potable pour incident technique sur le système de chloration de l'eau, et eau impropre à la consommation à Dieppe. On est en Seine-Maritime, donc on distribue de l'eau en bouteille. De l'eau en bouteille. En bouteille plastique. En bouteille plastique. Parce qu'à un moment donné, on s'était dit bouteille de verre. Ce qui se fait d'ailleurs quand vous allez dans les restaurants, ce sont des bouteilles en verre. C'est vrai que et quand on est dans l'urgence, on n'a pas le choix. Oui, et puis ça coûte beaucoup plus cher aussi. Alors il y avait l'histoire de la consigne. Joseph Taillefer, vous avez entendu cet exemple qui résume bien en fait un petit peu toute notre situation et l'ambiguïté par rapport au plastique, quoi. Tout à fait. Alors effectivement, vous avez précisé que l'outre-mer n'est pas concerné parce qu'en fait, il y a des problèmes d'eau potable, notamment à Mayotte et également dans les territoires d'outre-mer. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas de bouteilles en plastique, vous laissez ces populations, on va dire, mourir de soif. La qualité, et moi j'en parle effectivement dans mon livre déjà à l'époque, c'est qu'on a une qualité d'eau potable, on va dire en France, qui est quand même discutable. La Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction contre la France à cause du fait qu'on a à peu près 10 à 12 millions d'habitants qui consomment une eau qui est chargée en nitrate. L'histoire concernant les scandales sur l'eau en bouteille, c'est quoi ce scandale ? C'est qu'en fait, l'eau qui a été puisée a été en fait traitée, filtrée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une histoire, peut-être certainement, et c'est la justice de le démontrer, mais de tromperie. En revanche, on avait l'assurance de boire une eau qui avait quand même été traitée. Et moi, en l'occurrence, et tous ceux qui me connaissent, et je le dis vraiment de manière très claire, moi, je ne bois jamais de l'eau du robinet. Et moi, je me rappelle... Ah non, tout à fait, sauf quand... éventuellement quand il y a vraiment impossibilité, mais c'est vrai qu'au restaurant ce sera de l'eau en bouteille en verre comme vous l'avez dit, qui est consignée d'ailleurs, soit dit en passant, mais effectivement aujourd'hui moi je suis toujours à l'eau en bouteille, j'ai totalement confiance aujourd'hui sur l'eau qui est contenue dans l'eau en bouteille, il n'y a aucun problème parce là-dessus. Que certains disent aussi oui, mais parce que évidemment quand on décortique tout, on trouve partout des problèmes, non mais c'est vrai, et que sur le plastique par exemple, il y a des tracts
j'ai vu cette étude, hein, on retrouve des traces de plastique entre guillemets un petit peu chez l'humain un peu partout aujourd'hui, parce qu'il y a il y a une consommation de plastique indirectement, quoi. Alors, quand vous buvez de l'eau du robinet, cette eau est passée par des tuyaux en plastique le plus souvent, et ça dérange personne. C'est des tuyaux en PVC. Avant, c'était en fonte et en plomb qui posaient des problèmes de santé graves, et qui ont été remplacés par des tuyaux, ce qu'on appelle en PEHD, en polyéthylène haute densité, ou en PVC. Et ça ne pose aucun problème à personne, ni à moi d'ailleurs. Mais en l'occurrence, moi, c'est surtout pour une histoire aussi de goût, c'est aussi une histoire aussi de terroir. Quand vous buvez de l'eau minérale, quelle que soit la marque, on va dire en France, c'est une partie de la France que vous buvez. On est quand même les leaders, on va dire, au niveau mondial, et il faut quand même saluer quand on peut être leader sur quelque chose, concernant les eaux minérales et les eaux de source aujourd'hui. Et en l'occurrence, il y a quand même des villes aujourd'hui, des Vichy-Célestins, Saint-Yor, etc., qui vivent aussi de ces eaux. Donc il faut aussi saluer. Mais concernant ce que vous parlez par rapport aux microplastiques, il y a effectivement, c'est de la poussière. On parle de poussière, mais il y a énormément de types de poussière et de types de choses qu'on peut respirer ou ingérer aujourd'hui dans la vie courante. En tous les cas, et je peux le dire de manière claire et nette, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'études directes qui démontrent un impact direct sur l'être humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les discussions... Moi, j'ai vu des études quand même qui montrent qu'il y a des traces, quoi. Hein, mais il y a des traces, mais il n'y a pas forcément d'impact. Certainement, il y a des traces. Ça, je ne nie pas qu'il y a des traces. Bien sûr, ça, je ne nie pas. Par contre, rappelez-vous quand même d'une histoire qu'on nous avait racontée il y a quand même quelques années sur le fait qu'on avalait 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent d'une carte bancaire. Ça a été démonté par des études qui ont démontré qu'en fait, que l'étude de WWF qui racontait ça, racontait n'importe quoi. Aujourd'hui, si on regarde les quantités, on est à 5 grammes tous les 23 000 ans. Donc on est sur des quantités infinitésimales. Alors bon, mais le plastique n'a pas bonne presse. C'est pour ça que vous avez écrit plastic bashing. Tout à fait. Joseph Taillefer. On peut reconnaître que, évidemment, il y a des effets néfastes avec le plastique. Mais en même temps, il est partout et il nous apporte aussi beaucoup, quoi. C'est ce que vous voulez défendre à travers ce livre. Patrick Roger, celui qui domine l'industrie des plastiques domine le monde. Quand on parle de plastique, c'est une histoire économique et c'est une histoire de guerre économique. Il y a la semaine dernière, et c'est un événement, à mon sens, qui est même plus majeur encore que l'histoire du traité ou même la réglementation européenne, c'est le centre de recherche appliquée de l'école de guerre économique dirigé par monsieur Arbulot. Christian Arbulot c'est une légende vivante de l'intelligence économique en France. C'est lui qui a lancé, on va dire, le concept d'intelligence économique en France, et qui démontre qu'on a aujourd'hui des ONG et des États étrangers qui s'acharnent à détruire l'industrie plastique française. Française. Il y a une guerre économique mondiale d'une manière générale. Il démontre d'ailleurs que il y a eu des histoires avec l'Inde, avec les Chinois qui s'en prenaient au plastique indien ou d'autres. Mais en l'occurrence, sur la partie française, et notamment, il y a des éléments factuels que ce rapport démontre. C'est un rapport sur lesquels, on va dire, d'intelligence économique qui est unique au monde. Je veux dire, c'est quand même un rapport unique au monde, dans lequel on voit que ce sont les mêmes fondations qui ont attaqué le nucléaire français, des fondations financées par l'Allemagne, qui s'en sont pris et qui s'en prennent au plastique français. Et aujourd'hui, vous avez une négociation actuellement mondiale sur le traité sur la pollution plastique. En Corée du Sud. Tout à fait, effectivement. Et moi, je suis favorable pour qu'il y ait un traité. Je le dis d'ailleurs, je l'ai même écrit là-dessus. Je suis ouvert effectivement à ce qu'il y ait quelque chose. Mais moi, ce que je propose, c'est de dire, regardez ce qu'on a fait en Europe. Parce que l'Union européenne, et pour le coup, sur la partie plastique, a fait un excellent travail. Elle a interdit certains produits problématiques, les pailles, les touillettes, les cotons-tiges, les piques à steak, etc. Moi, ça me dérange pas. Les gobelets, il y a moins de gobelets en plastique et plus de gobelets en papier. On peut avoir du gobelet réutilisable en plastique, qui maintenant aujourd'hui, ça est consigné. Parfois, on les voit dans les festivals, etc. Moi, ça me va très bien. Et les produits d'ailleurs qui ont été interdits étaient des produits qui étaient souvent fabriqués en Chine ou ailleurs. Donc moi, je connaissais personne qui fabriquait des pailles en France. Mais on a fait ça, maintenant on passe à la circularité, c'est-à-dire que maintenant l'Europe demande de faire du recyclage, demande de développer, parce qu'aujourd'hui on est quand même l'endroit au monde où l'on recycle quand même mieux les plastiques que même les États-Unis ou les Chinois. En France, oui, nous sommes. Je parle au niveau européen. On est quand même européen. Par contre, la France, on est quasiment, on va dire, l'avant-dernier ou l'avant-dernier dans le recyclage. On est à 23-25% à peu près de recyclage des emballages. En Europe, en Union européenne, alors que vous avez la Slovaquie qui a plus de 60. Vous avez l'Allemagne qui a 50. Vous avez l'Italie qui a 50. Et moi, quand j'entends parler, et vous avez certainement dû entendre dans la presse énormément de gens qui viennent vous dire que le recyclage ne marche pas, le recyclage est un poison, le recyclage est pire que le reste. Moi, j'entends pas les ONG venir dénoncer qu'en France, on a encore un enfouissement des déchets. On enfouit nos déchets encore dans le sol, alors que ni l'Allemagne, ni la Belgique,
Ni les Pays-Bas, ni l'Autriche, on va dire, enfouissent aujourd'hui leurs déchets ou à zéro. Si on sort même de l'UE, la Suisse et la Norvège, idem. Ouais. Et en France, on a encore à peu près entre 20 et 30% des emballages plastiques qui finissent sous terre. Ouais. Donc moi, on m'explique que le plastique est soi-disant un polluant, on va dire, dans l'environnement, mais c'est pas grave de le mettre sous terre. Donc il y a quand même quelque chose, il y a une tartufferie un petit peu dans l'histoire. Et on a aussi l'incinération aujourd'hui qui est quand même assez importante en France, c'est vrai. Et qui fait, qui génère de l'énergie, je suis d'accord, mais malheureusement il y a beaucoup d'emballages, notamment des bouteilles qui sont des produits totalement recyclables, qui finissent dans les incinérateurs parce que ça donne quand même, ça brûle bien, on va dire, et c'est quand même intéressant. Et aujourd'hui c'est un problème encore dessous, c'est-à-dire que le recyclage coûte de l'argent parce qu'il faut plus de personnel pour trier, alors que l'incinération et l'enfouissement, ce sont des vaches à lait d'un point de vue économique. Et donc aujourd'hui, quand j'entends de parler d'augmenter la TVA sur les bouteilles, moi je demande, et je l'ai demandé depuis très longtemps, d'augmenter la fiscalité sur ces modes de gestion de déchets. C'est-à-dire que l'État qui aime bien taxer, soit qu'il interdise l'enfouissement, mais s'il ne veut pas l'interdire, au moins qu'il le taxe, ou qu'il taxe également plus l'incinération, qui aujourd'hui, à mon sens, n'est pas suffisamment taxée. Allez, on va poursuivre avec vous, Joseph Taillefer. Ce qui est intéressant, ce que vous avez dit aussi, c'est-à-dire que on tente d'abattre carrément l'industrie en fait du plastique français. Tout à fait. Français. Alors que vous vous battez pour qu'il existe en étant plus propre. C'est ça quand même aussi, parce que l'objectif, on reconnaît qu'il y a de la pollution, bien sûr, à partir du plastique, la fabrication, etc. Personne ne nie l'existence d'une pollution. Bien sûr, mais regardez autour de nous. Regardez autour de nous, dans ce studio, bien sûr, le plastique, il y en a partout. Il y en a partout aujourd'hui et on ne peut pas s'en passer totalement, quoi. Donc on voit ça, on poursuit. Qu'en pensez-vous de l'autre côté? 0826 300 300, vous avez la parole, bien sûr, sur Sud Radio. La vérité en face, on se dit tout. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. On le connaît, l'air du plastique, c'est la rengaine du quotidien. Celui qu'on mâche, qu'on mastique, celui qui vous scie dans les mains. Des milliards de sacs lâchés alors des milliards de sacs, c'est vrai que ça c'est une image, hein, bien sûr, du plastique. Joseph Taillefer, vous êtes avec nous parce que vous avez écrit, vous représentez l'industrie du plastique en France. Alors, je dis en fait clairement les choses en toute transparence. Donc vous avez écrit plastic bashing parce que vous estimez que il y a des progrès à faire, évidemment, sur l'environnement par rapport au plastique. On le voit, incontestablement, ça existe, bien sûr. Toute cette pollution, c'est fait à partir des hydrocarbures, les sacs qui volent un petit peu partout, bien sûr, et qui ne sont pas complètement retraités. Mais vous dites aussi que aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer et que, par exemple, aussi, ça représente beaucoup d'emplois en France et que la filière, certains voudraient la torpiller complètement. Ça représente quoi, d'ailleurs, la filière du plastique en France ? Alors, si on parle de ceux qui fabriquent des produits en plastique et en direct, c'est 120 000 emplois. Ouais. 120 000 emplois en direct. Si vous prenez tous ceux qui sont dans les filières connexes, parce que pour faire des produits plastiques, il faut des moules. Vous avez besoin également de sociétés de recyclage. Vous avez également d'autres types, on va dire, de fournisseurs aux alentours. On arrive à peu près à 200 000 personnes. À comparer, par exemple, avec l'Allemagne, qui a 300 000 salariés en direct, avec le même nombre d'entreprises que nous. 3 000 entreprises en direct, mais 300 000 salariés. Et l'Allemagne, qui est la numéro 1 aujourd'hui, numéro 1, on va dire, de l'industrie plastique européenne. La France est 3e. Mais à ne jamais oublier, et c'est toujours ça qu'on oublie, c'est qu'en fait, la France est peut-être 3e européenne, mais le pôle aujourd'hui du plastique mondial, c'est la Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... D'ailleurs, beaucoup de choses dans ce que nous consommons avec du plastique viennent... beaucoup de choses viennent de Chine. Quoi, exactement. Des sacs aux coques pour les téléphones, aux téléviseurs, etc. Il y a du plastique partout, en fait. Est-ce que ce serait pas mieux que ces produits soient fabriqués en France et en Europe ? Pourquoi ? Avec une chaîne de contrôle, quoi. Avec une chaîne de contrôle. Ça rejoint beaucoup de combats, l'agriculture, les médicaments, etc. Quoi. Exactement, parce qu'en fait, il faut jamais oublier une chose, c'est que toutes les études qui nous parlent de substances, de produits plastiques problématiques, ce sont des études qui ne portent pas sur les produits fabriqués dans l'UE actuellement avec les normes actuelles. L'Union européenne a les normes les plus restrictives, je vous assure, on a des normes les plus restrictives au monde, bien plus que les Américains. Les Américains à côté, c'est de la gnognotte, concernant tout ce qui est le contact alimentaire et la sécurité. Et donc moi, mon souci, c'est pas de me dire est-ce que demain il y aura des produits en plastique, est-ce qu'il y aura encore une bouteille en plastique en France ? Il y en aura.
La question, c'est de savoir qui va le fabriquer. Et moi, je parle à vos auditeurs. Aujourd'hui, rappelez-vous ce qui s'est passé au moment du Covid. Les gens ont un peu oublié. Les rayons vrac étaient condamnés. Nous étions bien contents d'avoir des masques à usage unique qui sont en plastique, à 100% du polypropylène. Nous étions bien contents de pouvoir avoir des emballages pour protéger nos aliments. Je parle à ceux qui ont vécu éventuellement la crise en Espagne. J'ai vu énormément de photos dans lesquelles on distribuait des bouteilles d'eau à usage unique. Imaginez que l'Espagne ait interdit les bouteilles d'eau à usage unique. Elle deviendrait dépendante de l'étranger pour l'aide humanitaire. Vous avez actuellement, c'est la période où les Restos du Cœur font la collecte. On va pas leur donner du vrac. Ils vont prendre peut-être des produits dans du verre, mais souvent c'est des produits emballés dans du plastique. On peut faire des efforts sur certains secteurs, quoi. Mais pour éviter un peu des emballages et avoir un peu moins de plastique, quoi. Ou Aujourd'hui, les efforts, il faut savoir quand même qu'on produit quand même, pour faire le même produit, on utilise déjà beaucoup moins de matière. Donc il y a quand même un allègement qui est effectué, et c'est un allègement que vous ne pouvez que très difficilement faire sur d'autres secteurs. Si on prend par exemple, on avait parlé des bouteilles en verre tout à l'heure, le verre, faut jamais oublier, c'est le matériau du fossile, bien plus que le plastique, parce qu'on assimile toujours le plastique au pétrole. Ah ouais, je vais vous le démontrer, c'est que tout simplement. Je vous l'ai dit. C'est que tout ça, le plastique est issu, on va dire, du nafta, qui effectivement vient du pétrole. Mais sauf qu'on peut faire du plastique à base du plastique recyclé. On peut faire une bouteille 100% recyclée, donc pas de matière vierge, ou à base de produits. Le recyclage plastique, non, le recyclage coûte cher, effectivement. Par contre, le verre, que ce soit en production ou en recyclage, il faudra du gaz 1400 degrés. Le gaz, c'est fossile, pour pouvoir le chauffer et le fondre. Et ça, c'est inévitable. C'est un problème de nature. C'est-à-dire la nature du verre nécessitera du gaz pour le faire. Alors que le plastique, vous pouvez faire du plastique parfois avec des bioplastiques, parfois avec du recyclé ou avec d'autres ressources. Oui, c'est vrai. Ça réagit au 0826 300 300. Le temps file assez vite. Sébastien est avec nous de Gironde. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la prise de parole. Je vais essayer d'être concis et rapide si vous le permettez. Oui, allez-y. Le contexte, donc Nord-Gironde, donc autour de la ville de Saint-André-de-Cubzac, donc ce qu'on appelle le Grand Cubzaguais. Donc moi je suis père de famille, 35 ans, 3 enfants, vous imaginez bien que je suis producteur de déchets. On a depuis bientôt 1 an et demi, l'arrêt de la collecte individuelle, donc ce qu'on appelle le porte-à-porte, pour mettre en place donc des points de collecte dans la ville. Il faut savoir donc, c'est à vous de vous déplacer évidemment pour déposer vos déchets chaque jour, sachant que ces déchets sont gérés par une entreprise qui s'appelle le SMICVAL, qui est une entreprise donc publique-privée, qui ne fait donc aucun effort puisqu'on a un des plus gros sites d'enfouissement du Nord-Gironde. Récemment, nous avons créé une piscine municipale, donc sur la commune de Saint-André-de-Cubzac. Évidemment, ces personnes-là n'ont pas eu l'idée de faire un centre d'incinération pour la chauffer ou bien chauffer, comme vous savez, des petites habitations et faire du chauffage central. Non, on continue d'enfouir. Aujourd'hui, il en est de même pour notre déchetterie. Avant, c'était usage libre. On est passé à 7 passages par an. Le passage supplémentaire est à 30 €. C'est un scandale. À 7 passages par an, c'est pas beaucoup, effectivement. 7 passages par an. Imaginez, j'ai un terrain de 5000 m². Évidemment, les feuilles étanches ne sont plus acceptées puisque ce n'est pas un déchet. Vous pouvez faire du compostage. Bien sûr, ça j'entends tout à fait. Par contre, si vous avez votre frigo, votre micro-ondes qui est dégradé, ça compte comme un voyage. Que vous veniez avec votre voiture pleine ou une remorque, c'est un voyage. Donc on a un vrai problème, si vous voulez. Exactement. Donc dans notre région, on a un vrai problème là-dessus sur le recyclage. Évidemment, je vous passe les problèmes d'insalubrité, d'incivilité autour de ces poubelles, ces points de collecte. Et j'en profite pour faire une petite pub pour l'association, si je me trompe pas, donc UCDHG, qui se bat pour nous, pauvres petits citoyens, pour essayer d'attaquer en justice l'État et les mettre en face de leurs responsabilités. Merci beaucoup Sébastien, c'est très concret ce que vous avez dit et ça rejoint en fait les préoccupations. Joseph Taillefer qui était avec nous donc sur ce livre aux éditions du Cherche Midi, on a terminé, vous vouliez dire un mot? C'est très révélateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout est fait pour que le tri se passe mal, pour que les gens n'aient pas de poubelles à proximité. Rappelez-vous, les plages aujourd'hui, on est en train d'enlever les poubelles en disant si on enlève les poubelles, on va faire disparaître le problème. Les gens vont laisser leurs déchets n'importe où. Merci, c'est un sujet très intéressant que nous avons abordé. Nous y reviendrons. Smaïn, dans un instant, fait partie des invités de Valérie Expert et Gilles Gansman. Tiens, ce soir aussi, puisqu'il y en a certains qui s'interrogent sur le football. Et le PSG peut-il imploser? Ce sera dans le But Football Club. Il est 9h58 dans un instant. Valérie Expert, Gilles Gansman.